Bonjour, le professeur Sens nous fait l'amitié de nous accueillir aujourd'hui dans son tout nouveau service de l'hôpital Pierre-Paul Riquet pour la réalisation d'une vidéo d'auto-apprentissage de l'échographie de l'épaule sous l'égide de la SIMS. Le plan sera le suivant. Nous étudierons dans un premier temps la région antérieure de l'épaule, puis nous basculerons sur la région antéro-supérieure pour nous concentrer dans le troisième chapitre sur la région postérieure. Le tendon du long biceps prend son origine sur le tubercule supraglénoïdien à la partie supérieure de la glène de la scapula. Il va donner un trajet horizontal ici au contact de la tête humérale. À la partie haute du sillon intertuberculaire ou gouttière bicipitale, il va se réfléchir à 90 degrés, maintenu en place par une poulie de réflexion ou poulie du biceps, puis va donner un trajet vertical. À ce niveau à peu près, on trouvera la jonction myotendineuse. Ce tendon va être maintenu en place dans la gouttière par des fibres issues du subscapulaire. Il va être également surcroisé, à peu près par ici, par le tendon du grand pectoral. À ce niveau de coupe, nous aurons le tendon du grand pectoral, le biceps et, plus interne, le grand dorsal et le teres major. L'examen par échographie du tendon du long biceps s'effectue idéalement sur une épaule relâchée, en position neutre. Le dos de la main repose sur la cuisse, tandis que la paume de la main est orientée vers le haut. Réaliser une coupe axiale du tendon du long biceps à l'épaule est une tâche relativement facile. Il faut identifier la gouttière intertubérositaire sous forme de cette cuvette osseuse qu'on le voit au centre de l'image. Le tendon du long biceps est une structure hyperéchogène, ovalaire et sujette à l'anisotropie. En effet, lorsque l'on incline la sonde vers le haut et vers le bas, le tendon va s'allumer et s'éteindre. Cette manœuvre d'anisotropie rend facile l'analyse du tendon, en particulier dans les situations un petit peu difficiles. Juste en dehors du tendon, on identifie une petite artériole assez volumineuse chez ce sujet, qui est relativement constante. L'exploration du tendon du long biceps est poursuivie vers le haut. On constate que le tendon reste au fond de sa gouttière tant que celle-ci est creusée. On constate également qu'il existe en dedans, à la partie haute, une petite structure triangulaire hypoéchogène contenant le tendon et correspondant au prolongement distal de la poulie du biceps. Le tendon du biceps va ensuite tourner pour aller dans l'articulation. On va donc pivoter pour épouser son virage, la sonde dans le plan sagittal. Notez que c'est dans cette région que la tendinopathie du biceps débute en général. On explore ensuite le tendon du long biceps vers le bas. La gouttière n'est plus creusée, mais le tendon est facilement identifié grâce à l'anisotropie. En descendant encore vers le bas, on va le voir passer sous le tendon du grand pectoral qui s'oriente transversalement pour se fixer sur l'humérus. La jonction myotendineuse du biceps est ici. On passe maintenant à la vue longitudinale du long biceps dans sa gouttière, que l'on voit ici. Puisque le tendon du biceps plonge en distalité, il est oblique. Il faut donc appuyer sur la partie basse de la sonde pour obtenir une image bien hyperéchogène. On pourra ensuite suivre ce tendon vers le bas, jusqu'à sa jonction myotendineuse, que l'on voit ici, les fibres musculaires apparaissant à partir du passage sous le grand pectoral. Le muscle subscapulaire est un muscle épais, puissant, triangulaire, qui naît de la face antérieure de la scapula. Il se dirige en dehors, il est multifasciculé. Il se termine par un tendon puissant qui s'insère sur le tubercule mineur. Il donne également quelques fibres qui vont passer en pont au-dessus du sillon intertuberculaire, cravatant ainsi le long biceps. L'exploration du tendon sous-scapulaire par l'échographie s'effectue idéalement avec le bras et le coude collé au corps en exerçant une légère rotation latérale de l'épaule. La coupe suivante est la coupe axiale du tendon sous-scapulaire. Pour l'identifier, il faut trouver le processus coracoïde sous forme de ce relief osseux. Le tendon est sous-jacent, il est orienté transversalement vers le dehors et s'insère sur le tubercule mineur de l'humérus. Si vous cheminez encore plus en dehors, vous trouverez la gouttière du biceps. Le tendon sous-scapulaire s'explore de haut en bas dans le plan axial. Notez en dedans l'existence d'une jonction myotendineuse, à ne pas confondre avec une boursite sous-acromiale. On réalise maintenant la manœuvre dynamique du sous-scapulaire. La sonde doit être bien installée. On cale
si possible ses deux mains sur le patient pour lui demander de réaliser des manœuvres de rotation médiale et latérale. Allez-y, jusqu'au nombril vers le dedans, on y va à fond jusqu'au nombril, puis vers le dehors. On observe le comportement du tendon sous la coracoïde. Il existe dans certains cas un accrochage spontané ou lié à une calcification. Notez qu'ici, l'espace est particulièrement large. Quand on reprend une vue axiale du tendon sous-scapulaire, on note l'existence de petites zones hypoécogènes assez troublantes qui pourraient passer pour de la tendinopathie. Ces petites zones hypoécogènes correspondent en fait, et on le comprend bien en pivotant la sonde dans le plan sagittal, correspondent à des petits espaces conjonctifs situés à l'interface entre les nombreux faisceaux du tendon sous-scapulaire que l'on peut compter de haut en bas, 1, 2, 3, 4, 5. Ces faisceaux doivent être balayés jusqu'à leur insertion à proximité du tendon du long biceps. Le processus coracoïde est le siège de 3 insertions tendineuses. La plus latérale est celle du muscle courbiceps qui va venir fusionner avec la longue portion du biceps. Au-dessus de cette insertion, vous allez trouver l'insertion tendineuse du muscle coracobrachial qui viendra s'insérer à la partie médiale de la diaphyse humérale. Ce muscle coracobrachial sera traversé par le nerf musculocutané. La dernière insertion est la plus médiane et celle du petit pectoral qui va venir s'insérer sur les 3e, 4e et 5e côtes. L'ensemble de cette région coracoïdienne est recouvert par 2 muscles, le deltoïde et le grand pectoral. Nous allons voir maintenant, à partir de cette coupe horizontale sur la coracoïde, les muscles qui s'insèrent sur cette dernière. En descendant, translatant discrètement la sonde vers le bas, vous remarquez ici une portion hyperécogène qui correspond au tendon relativement long du courbiceps. Ici, une partie plus musculaire, plus interne qui correspond au coracobrachial et de façon encore plus interne, le petit pectoral avec l'artère axillaire. Ces muscles sont situés en profondeur du grand pectoral ici et du deltoïde ici. À partir de cette coupe horizontale sur la coracoïde, dans les cas favorables, on peut avoir la chance, en descendant sur le muscle coracobrachial, de visualiser sa perforation par le nerf musculocutané que vous voyez ici sous ma flèche. En tournant la sonde dans le plan sagittal, on peut visualiser le corps musculaire de ces muscles dans le grand axe. Vous remarquez ici le coracobrachial qui a une portion d'emblée musculaire et plus latéralement le courbiceps qui a une portion tendineuse.